Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 15 juin 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, le webinaire de Trading Live avec VAMFIBO commencera aujourd'hui à 15 heures. Je rappelle qu'il y a eu un changement d'heure justement pour profiter d'un peu plus de volatilité et aussi de la session américaine. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas vu de webinaire ce matin. L'heure a juste changé et c'est à partir de maintenant chaque mercredi à 15 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez avoir des leçons de trading avec un professionnel. Alors aujourd'hui, une journée assez intense et chargée pour les marchés puisque nous avons d'une part la réunion de la Réserve fédérale américaine ce soir avec le communiqué à 20 heures et le discours et les annonces de Jérôme Powell à 20h30, mais aussi une réunion d'urgence à la BCE qui a débuté ce matin à 11 heures. Donc une journée très intense du côté des banques centrales. Alors hier, bon, sans grand changement à Wall Street, on reste, je trouve, assez fébrile, effectivement, on ne parvient pas à rebondir, on a eu un peu des investisseurs qui hésitaient juste avant le très attendu communiqué de la Réserve fédérale. Les investisseurs, bien évidemment, attendent des indices sur la rigueur des mesures prises par la Fed face à l'inflation. Normalement, il a attendu que, selon le consensus, la Banque centrale américaine annonce aujourd'hui qu'elle va relever ses taux d'intérêt de 50 points de base. Mais, comme je vous l'ai expliqué en début de semaine, certains craignent toutefois que la Fed décide d'une hausse de 75 points de base, dans le sillage tout simplement de la flambée plus forte qu'attendue des prêts à la consommation aux États-Unis en mai. Donc là, désormais, les traders et les Fed Funds tablent à plus de 90% la probabilité quand même que la Banque centrale américaine relève ses taux de 75 points de base, contre 4% une semaine plus tôt. On a même certains qui tablent sur 100 points de base, mais je trouve que là, ça devient un peu excessif. Donc, est-ce que la Fed va surprendre ce soir et, contre toute attente, faire une hausse de 75 points de base? C'est ce que le marché, justement, cherche à deviner, et donc à savoir après quelle va être la réaction des indices en fonction de cette décision sur les taux, mais aussi, bien évidemment, le discours très important de Jérôme Powell pour donner plus de visibilité à des marchés extrêmement fragiles sur la trajectoire de l'inflation. Côté macro, on a eu les prêts à la production aux États-Unis qui sont quand même restés élevés en mai du fait de la hausse des prix du pétrole, même si leur progression sur un an a été quand même conforme aux attentes. Donc là, peut-être aussi un pic atteint sur cet indicateur. Maintenant, en Europe, eh bien, on a un petit rebond technique, je dirais. On débute la séance en hausse, portée essentiellement par les valeurs bancaires, après l'annonce d'une réunion exceptionnelle du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne sur l'évolution des marchés obligataires, justement. Donc, en parallèle, les investisseurs attendent les annonces de politique monétaire de la Fed dans la soirée, comme je vous disais, communiqué à 20 heures, discours à 20h30. Mais là, actuellement, le Conseil des gouverneurs de la BCE a débuté à 11 heures et c'est une réunion surprise pour discuter des récents dégagements qu'on a eus sur les marchés des emprunts d'État, mettant justement en exergue l'inquiétude de l'institution face à l'augmentation des coûts d'emprunt de certains pays du bloc, en particulier ceux les plus lourdement endettés. Donc, pour rappel, l'annonce de la semaine dernière de la BCE de son intention de s'engager dans plusieurs hausses de taux cette année face à l'inflation a amplifié quand même assez violemment l'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes. Donc là, grosse annonce à mon avis à venir sur les marchés, réunion de la BCE, donc on verra bien ce qui va tomber d'ici quelques heures, si ça peut rassurer les opérateurs ou pas.
Maintenant, comme je vous le disais, focus surtout sur la Fed avec les annonces à 20 heures concernant la remontée de ces taux, puis le discours un peu plus tard, dans l'espoir d'avoir un peu plus de visibilité sur la feuille de route à venir de Jérôme Powell. Côté macro, ici c'est un graphique qui représente un peu les différents cycles qu'on a pu avoir sur le BTC. Je vois actuellement que sur les réseaux et un peu partout, c'est la panique, ce qui en soi est tout à fait acceptable étant donné la situation qu'on a sur les marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou les marchés crypto. Peu ont connu l'éclatement de la première bulle en fin 2017, début 2018. Beaucoup sont arrivés sur le marché, je dirais, en 2021, ont connu vraiment un bull market et aujourd'hui, on a un BTC qui chute violemment. On est passé de 66K à 20K, donc un plongeon assez énorme. Une capitalisation boursière qui a fondu de 2 tiers sur l'ensemble des cryptos. Je vous le disais hier, on était à 3000 milliards de dollars, on est passé à 1000 milliards de dollars. Bref, donc pour beaucoup d'investisseurs qui avaient en tout cas découvert les crypto-monnaies dans cette phase un peu où on avait de l'argent magique à profusion sur les marchés, ça devient un peu plus compliqué. Donc quand même important de prendre du recul car c'est cyclique, comme à chaque fois. Et on a toujours des gens pour crier à la bulle sur le BTC quand on a des excès, et pareil pour dire que c'est la fin du monde. Les crypto-monnaies vont disparaître quand on a des drawdowns de plus de 50%. Donc à chaque fois, finalement, on constate quand même que ça repart. Beaucoup disent, encore une fois, que les crypto-monnaies vont aller à zéro, mais on a quand même derrière un réseau, une technologie qui a besoin, certes, de mûrir, mais qui en soi reste innovante. Donc, une prise de recul toujours nécessaire sur les cycles qu'on a sur le BTC. Je vous invite à mettre vos graphiques en échelle logarithmique et surtout de prendre en considération effectivement les différents chocs qu'on a eus et les conséquences que ça a eu derrière. Donc la dernière, ici, c'était moins 51%. Donc ça correspondait à cette chute qu'on a eue juste ici. Et là, aujourd'hui, on est quand même sur une chute un peu plus profonde, aux alentours des 60-65%. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir, si les marchés traditionnels dégringolent, si le resserrement monétaire est jugé trop agressif de la part des banques centrales, eh bien on n'est pas à l'abri d'avoir une poursuite de la baisse, je dirais même vers les, vous voyez, la zone de support, ici on a une très belle zone, je ferai le point dans la partie technique, aux alentours des 12K. Car tout simplement, actuellement, on a validé un double top, et donc effectivement, techniquement, on pourrait avoir un retour sur les 12 000 dollars, 13 000 dollars. Là, en ce moment, on a un joli canal haussier qui passe par tous les sommets. Je vous ferai le point dans la partie technique. Et donc, on est pile poil sur la borne basse, couplé avec le sommet. Donc là, ici, pivot clé. Si un rebond doit avoir lieu, c'est ici et maintenant, pour permettre de reprendre un peu de hauteur. Mais pour moi, si on casse vraiment les anciens plus hauts, alors j'estime qu'un retour en direction des 13 000 dollars ne serait pas exclu. Donc encore une fois, les crypto-monnaies restent des actifs assez spéculatifs, notamment sur certains altcoins qui sont encore jeunes. C'est une technologie, à mon avis, qui est innovante, qui va être, malgré les bâtons qu'on essaye de mettre dans les roues de certains projets crypto, ça va rester quand même des projets innovants. Il y a certaines technologies qui vont vraiment être utilisées par les utilisateurs justement dans les mois et les années à venir. Maintenant, je pense qu'il était aussi nécessaire d'avoir un grand nettoyage sur ce marché. On a eu beaucoup de spéculation, beaucoup trop de crypto-monnaies. Et donc, je pense que, comme pour la bulle des années 2000, on assiste à une purge, à un nettoyage, mais
quand l'horizon et les nuages, enfin, quand l'horizon sera dégagé et que les nuages, et qu'il n'y aura plus de nuages aussi à l'horizon, eh bien, à mon avis, on aura les meilleurs projets qui tireront leur épingle du jeu, comme ce fut le cas avec les grandes valeurs technologiques. Je pense bien sûr à Apple, Amazon, Nvidia, bref, les Fangman. Pour l'instant, pleine tempête sur les cryptos, rien ne presse. On est habitué à avoir des drawdowns aussi violents. Maintenant, il faut juste en avoir conscience et attendre que l'orage passe pour revenir calmement et sereinement sur ce marché. Ici, nous avons le scénario de Goldman Sachs en cas d'atterrissage en douceur et de récession. Donc, très clairement, Goldman Sachs estime, donc il est encore revu à la baisse, la banque a plutôt revu à la baisse sa prévision haussière sur le S&P 500. Après être passé à 4007, on est passé à 4006, puis 4003, et aujourd'hui on est à 4150. Donc ça, ce serait le scénario optimiste, le fameux scénario d'atterrissage en douceur, que Jérôme Powell estime envisageable, mais qui me paraît peu à peu compliqué quand on voit la trajectoire de l'inflation et que actuellement les opérateurs estiment que la Fed ne contrôle plus l'inflation et que elle va devoir remonter drastiquement les taux si elle veut qu'un pic de l'inflation soit atteint dans les prochains mois. Donc derrière, forcément, si elle remonte les taux trop rapidement, il y a un risque pour le coût du crédit, ralentissement économique et donc potentielle récession. Donc, c'est tout l'enjeu du resserrement monétaire pour les banquiers centraux, relever les taux pour maîtriser l'inflation sans provoquer de récession. Donc là, très clairement, scénario optimiste, atterrissage en douceur, un S&P à 4150 points d'ici la fin de l'année, et au contraire, scénario de récession, objectif 3150 points pour le S&P. Après, reste à savoir à quel niveau la Fed va faire marche arrière. Va-t-elle vraiment laisser les marchés perdre pied pour justement contrôler absolument et maîtriser cette inflation, ou tôt ou tard va-t-elle intervenir pour éviter un début de crack? Donc là, beaucoup d'opérateurs estiment qu'à 3500 points, c'est un niveau clé sur le S&P. Effectivement, techniquement, on a pas mal d'éléments intéressants. Ça représente 50% de retracement de Fibonacci de la dernière vague de hausse depuis le crack, donc le creux lié au Covid jusqu'au sommet historique, donc c'est le niveau des 50%. Et on a la moyenne mobile hebdomadaire 200 périodes qui n'est pas loin. Donc 3500, c'est un pivot clé. Mais effectivement, si on casse ce niveau, eh bien, il y a de la place pour aller chercher un peu plus bas. Donc, reste à savoir si la Fed maintenant réussira son pari d'avoir un atterrissage en douceur, et surtout, bien évidemment, tôt ou tard, je pense, comme en 2018, elle fera marche arrière. Si elle voit que le marché commence véritablement à s'écrouler. Rappelez-vous, fin 2018, la Fed annonce qu'elle arrêtera en tout cas son processus de relèvement des taux en 2019, et derrière le marché est reparti comme en 40. Donc bien évidemment, lorsque le marché aura fini de purger et commencera à se reprendre, on aura un signal, la Fed enverra des signaux nous disant ok, on commence à lever le pied, ou c'est bon, nous avons fini de délivrer tous nos messages restrictifs, on s'arrête là, et je pense qu'à partir de ce moment-là, le marché commencera à repartir de l'avant. Concernant la partie technique, bon, pas grand chose à faire aujourd'hui, hein, très honnêtement, sur les marchés. On attend des annonces de la BCE, on attend une réunion de politique monétaire de la Fed. Ne prenez pas de risques inutiles sur les marchés. Gérez votre risque, gérez votre exposition, remontez des stop loss, mise à break-even, stop loss win, bref, mais
évitons vraiment de prendre des positions avant voilà, des annonces qui pourraient être faites par la BCE ou la Fed à partir de 20 heures. Attendez quand même que la poussière retombe et que les marchés digèrent totalement les annonces faites par les banquiers centraux. On a quand même une grosse journée. Là, actuellement, le CAC, on préserve le pivot clé, à savoir les 5950. Pour moi, un rebond est envisageable. L'idéal serait de venir combler ce gap. Je pars du principe toujours que les opérateurs, du moins les acheteurs, reprendront la main si on parvient à clôturer au-dessus des 6150. Pour l'instant, il y a une pression vendeuse assez forte qui ne faiblit pas. Un rebond technique est envisageable, mais ça coince un peu. Donc là, je surveille quand même ce niveau pour viser au mieux le comblement de ce premier gap avant de repartir. Maintenant, si on est amené à casser les 5950, j'aurai une cible à moyen terme à 5750. Donc là, le plan n'a toujours pas changé. Pour l'instant, je n'ai pas de journée de retournement sur ce niveau, donc difficile d'être acheteur. On est vraiment sur un niveau clé. Bien évidemment, si on est amené à combler ce gap, ça représente les 38,2 de Fibonacci. Pour moi, c'est un gros niveau, mais derrière, il faut clôturer. Il faut clôturer au-dessus de cette zone pour permettre d'aller chercher un peu plus haut derrière. Car si on clôture juste ce gap et qu'on retombe, c'est juste un simple rebond technique et derrière, à mon avis, risque d'une nouvelle jambe de baisse un peu plus bas. Donc là, pour l'heure, rien à faire selon moi sur le CAC. Vous voyez qu'on consolide, on a tenté un petit double creux, c'est pas passé pour l'instant. Donc sentiment qu'on est dans un micro range horaire, juste ici. Voilà le range à surveiller, à trader éventuellement. Ce petit range 15 minutes horaire et surveiller la cassure pour tenter de prendre position derrière. Donc si on casse à la hausse pour aller chercher notre zone 6150 et à la baisse, eh bien objectif un peu plus bas vers 5750, 5765. Le DAX, c'est exactement la même chose. Vous voyez ce fameux double creux qui pour le moment ne semble pas partir. En tout cas, on prend 1%, mais même constat que sur le CAC 40, on a un micro-range ici dans lequel on évolue. Donc effectivement, une cassure par le haut permettrait de venir combler ce gap vers les 13 750. Néanmoins, j'enlève ces graphiques. Hop, voilà. Néanmoins, on est toujours aussi voilà, dans notre range daily. Hier, on a eu une fausse cassure. Vous voyez, fausse cassure, on réintègre comme pour le CAC. 13 340, pivot clé, 5 950, pivot clé, niveau à défendre par les acheteurs pour éviter une poursuite de la dégringolade. Et là, très clairement, si on casse ce micro-range par le bas, eh bien, je viserai dans un premier temps un retour à 13 105, puis 12 940. Là, on a quand même un gros niveau, effectivement, on peut aller chercher un peu plus bas et faire de l'excès vers les 13 105. On a quand même une très belle zone. Donc, on n'est pas loin de cette zone, on peut aller chercher encore un peu plus bas. Effectivement, les 13 100, voilà, c'est un gros niveau, on peut espérer une réaction du marché, on peut peut-être faire de l'excès un peu plus bas sur mèche. Mais là, vous voyez, on a la MM50 qui remonte, notre kit jaune, donc quand même un gros niveau de support un peu plus bas. Mais je n'exclus pas juste de l'excès baissier pour venir combler ce gap avant de repartir. Donc voilà un joli niveau à surveiller sur le DAX aux alentours des 13 070, 13 090 derrière. Le Dow Jones, c'est la même chose. J'ai une zone de prix qui m'intéresse. Elle est un peu plus basse, aux alentours des 23 000. Je l'ai surtout tracé en données hebdomadaires. Voilà. Pour moi, c'est cette zone ici. Les anciens sommets avant le crack lié au Covid, ici, juste là, avec MM200. On a la kit jaune qui est
un peu au-dessus, mensuel. Donc pareil, on pourrait se faire de l'excès avant de taper cette zone et de repartir. Donc ici, pour moi, on a vraiment une zone d'achat idéale à mettre à profit pour viser un rebond sur ce marché. Pour l'heure, ça ne tient pas. On a même cassé notre zone. Donc, effectivement, si on est amené à prolonger notre baisse, je chercherai des achats entre 23 700 et 23 260. C'est une zone assez large. Effectivement, c'est une grosse zone mensuelle. C'est ce niveau-là qui m'intéresse vraiment pour tenter des achats sur le Dow Jones. Là, effectivement, j'attends de voir la séance du jour, comment on va clôturer. On a quand même cassé notre niveau de support, ça ne tient pas. Je trouve qu'on n'a pas grand-chose plus bas. On n'a pas de gros niveau de support. Vous voyez, on a des petits niveaux de support intermédiaires. Je pourrais en mettre un ici, effectivement. J'ai un petit niveau, voilà, juste là, 29 950. Mais on a véritablement une zone mensuelle forte. 29 550, 29 250. Là, c'est vraiment ma zone qui m'intéresse. Donc, à surveiller. Pourquoi pas repasser acheteur si on parvient finalement à rebreaker à la hausse les 30 750, 30 600. Mais pour l'heure, rien à faire. On casse un support, ça ne tient pas. Donc, si on est amené à prolonger cette baisse, eh bien, je vous invite à tracer cette zone pour attendre un retour sous ce niveau, payer sereinement pour avoir derrière un joli trade en swing à l'achat. Là, en données 4 heures, pareil sur le cas, j'ai pas plus d'informations, on a cassé ce niveau, donc à voir si ça va être repris ce soir après la Fed, mais si on est amené à accélérer, eh bien rien à faire entre ces niveaux, attendre tout simplement notre zone. Je vais quand même regarder en données horaires. On tente de former un début de divergence, mais c'est pas convaincant. Et puis divergence juste avant la Fed, à mon avis, on n'aura pas un gros départ de flux, on va pas prendre de risques avant la réunion du FOMC, donc voilà, on patiente, on reviendra un peu plus tard quand on aura des signaux clairs, ou du moins attendez que le marché digère les annonces de la Fed ce soir après 20h30. Pareil ici, sous la zone, je trouve. Même constat, on a vraiment une belle zone de prix ici. Vous voyez vraiment ce magnifique sommet, celui-là, hop, ça casse, pullback, pullback. On arrive, et même 200 qui n'est pas loin. Pour moi, c'est la zone d'achat idéale. Voilà. Ici, il faudra mettre en place quand même des achats car on a un très très beau niveau. Donc, ça représente une baisse encore de 4%. On voit la volatilité qui est actuellement sur les marchés, c'est pas grave. Le trading, c'est de la patience, tout est possible. Donc, si on est amené à accélérer après la Fed, pourquoi pas chercher des ventes, et celles et ceux qui cherchent des achats, ce sera sur cette zone magnifique. Là, en données 4 heures, c'est mou. C'est mou. On reste sous notre zone intermédiaire, on ne parvient pas à prendre de la hauteur, donc je me montre toujours prudent. Pour moi, les vendeurs gardent la main. Et voilà, si on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, eh bien, pourquoi pas aller chercher notre bas de zone pour mettre en place un plan swing derrière. Donc, bien évidemment, on fera le point demain tranquillement après les annonces de la Fed. L'euro-dollar, pareil, j'ai pas envie de prendre des risques inutiles. Je vois qu'on tente de valider un double creux en données 4 heures. Bon, ce qui me dérange dans ce double creux, c'est qu'on est en train de le valider sous une résistance. Si on avait vu un double creux sur support, j'aurais dit bah pourquoi pas tenter l'achat pour viser la zone haute. Mais là, le fait d'avoir un double creux sous, enfin la ligne de coup, c'est notre résistance daily, c'est non, c'est carton rouge ça. Donc on ne prend pas de risque aussi, ça diminue les probabilités de succès, j'ai envie de dire. Donc, pareil, j'ai de nouveau abaissé le stop loss sous la zone. Logiquement, on a eu un beau TP2, TP3. Bon,
Bon, si le marché est amené à partir en direction du sud, bah, prenez les bénéfices ici. De toute façon, le stop loss est ton stop win, donc aucun risque de perte pardon, sur ce trade. Maintenant, assez neutre, début de reprise haussière, si on parvient à casser les 1,0520, j'estime que l'euro deviendra intéressant et que les acheteurs montreront finalement un peu de force si on break les 1,0630 avec la moyenne mobile 50. Ça permettrait de sortir par le haut de ce canal. Maintenant, c'est un simple rebond. Si on est amené à retomber sous ce niveau, bon, eh ben, ce sera l'objectif final. Si derrière ça casse, je vise en fait un retour sur la borne basse de ce canal. Donc, voilà les grandes lignes. Mais pour moi, rien à faire avant la BCE et la Fed à part de la gestion de position, des prises de bénéfices partiels et bien gérer son exposition au marché et sur le forex. L'AUD-USD, pareil, c'est un plan qui s'est validé hier. Peut-être que certains sont rentrés en position. Je vous disais qu'on avait un range. Donc là, pareil, à protéger rapidement. J'aime beaucoup ce qu'on est venu faire sur cette paire. Je vous disais qu'on avait un range, plusieurs séances de baisse et une divergence qui était sûrement envisageable. Donc derrière, vous voyez, sur bas de range ici, magnifique, divergence validée sur bas de range, ça repart. Donc si vous êtes rentré sur ce marché, soit vous avez mis un stop loss sous les plus bas, ici, soit sous les plus bas ici. Donc la logiquement sous un range, c'est plutôt sous ces plus bas là. Donc logiquement stop loss là, bon, ça fait un stop loss un peu large, peut-être que certains ont préféré le mettre un peu plus serré, pourquoi pas. En tout cas, on a un beau départ de flux, une nouvelle rotation des prix en train de se mettre en place. Donc j'estime que voilà, on a un trade assez intéressant en ce début de matinée. Maintenant, prudence avec la Fed ce soir. Donc, pareil, je dirais pas de prendre des bénéfices parce que c'est un peu tôt, mais bon, remonter un peu le stop loss. Voilà, là, il y a suffisamment de marge, la divergence a été validée par ici. En fonction de comment évoluent les cours d'ici ce soir, remontez le stop loss. Ne prenez pas des risques inutiles. Gérez votre exposition. Ce serait dommage que ça retombe et qu'on casse par le bas et que le stop loss soit atteint, soit touché. Donc là, pareil, pour l'instant, beau départ. On peut commencer à remonter le stop loss, diminuer le risque. Et puis avant la fête, si vous avez suffisamment de pips d'avance, mettez quasiment un break-even. Comme ça, pas de risque. Si vous êtes dans le train et que ça part, et bien là, on devrait avoir une poursuite du flux. Et on peut aller chercher, selon moi, la Kijun. La Kijun en TP1 et en TP2, il faudra passer derrière en force la MM50 et la MM200, mais logiquement derrière on pourra aller chercher les 0,71-75. Donc ça fait quand même un trade avec un excellent ratio. La Kijun, à mon avis, on n'est pas loin d'un ratio de 1 pour 2 et derrière facilement 1 pour 3, voire même 1 pour 4, voire 1 pour 5 si on parvient à aller chercher plus haut. Donc voilà un plan à surveiller, enfin déclencher, mais à bien gérer avant la fête. L'autre qu'on surveillait aussi, mais après ça fait beaucoup d'exposition au dollar, mais aussi intéressant, c'était le NZD-USD. Donc là on est en train de valider la divergence. Vous voyez qu'on a fait de l'excès baissier sur ce range daily. Hier, tac, un excès baissier, donc là idéal pour retracer le range. Comme cela. Toujours dans notre range, ça tient et on est en train de valider la divergence. Mais là par contre ça va être plus compliqué d'avoir une marge de manœuvre suffisante pour se mettre à BE. Là, on est en train de valider, donc si c'est bon et que ça passe, et bien le stop loss pareil, il faut le mettre sous les plus bas, voilà, par ici. Mais difficile d'être à BE avant la fête, il faudrait qu'on ait un gros départ de flux et ça me paraît un peu compromis. Alors que la divergence sur l'AUD-USD était quand même plus belle et a été validée hier. Donc là, à surveiller, effectivement, c'est un setup qui me plaît, à voir comment se comporte le dollar après la fête. Donc pareil, ne rentrez pas en position maintenant, ce serait prendre des risques inutiles et surtout vous n'aurez pas suffisamment de marge de manœuvre pour vous mettre à break-even.
La moindre mèche, vous serez stoppé. Donc à surveiller, mais plus focus sur la UD/USD où là, c'est déjà plus confortable. Le gold. Le gold qui se reprend, tente de réintégrer son canal, son rectangle, pardon. Bon, assez neutre toujours sur le gold. Pareil, j'attends vraiment les annonces de Powell et de voir si on a une hausse de 75 points de base ou 50 points de base. Rien à faire sur ce marché. Voilà, passez votre chemin, n'allez pas vous prendre les pieds dans le tapis, n'allez pas faire des trades inutiles, laissez tranquillement la poussière retomber et revenez quand le marché aura tranquillement digéré les annonces de Powell. Tout simplement. Voilà, pour moi on a un range. Alors peut-être qu'il va falloir réévaluer ce range. Un range intermédiaire comme cela. Bon, pour moi ici le niveau des 1810 ne correspond pas à grand chose. C'est pas une zone, donc c'est peut-être un niveau de support intermédiaire, mais pour l'instant je reste à l'écart. Voilà, je trouve qu'on a eu là ici une bougie assez violente. Cet avalement cassure Tenkan-Ki jaune avec une bougie flux directionnelle impulsive, Chikou libre d'obstacles, donc je me méfie toujours. Bien évidemment, si le gold, après les annonces de Powell, repart à la hausse, bon, je reverrai ma copie là-dessus. L'idéal reste quand même plutôt de chercher des achats vers la bande basse, des ventes en haut et commencer vraiment à s'intéresser à mettre en place une stratégie swing de long terme à la hausse une fois qu'on aura cassé les 1875 avec la moyenne mobile 50. On a une sortie par le haut de ce canal et ce sera déjà une bonne chose. Pour l'heure, grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs, indécision totale du marché, vous voyez qu'on évolue dans un range. On a du mal à trouver une direction claire, donc pareil, aller sur des marchés où il y a de l'action, je le répète assez souvent, là où il y a du flux, et éviter les marchés un peu vaseux, piégeux, qui sont dans l'attente de prochains catalyseurs. Le Brent qui retombe finalement. Bon, on est toujours dans notre plan à l'achat sur ce secteur. Pour l'instant, bambou plie mais ne rompt pas, j'ai envie de dire. Vous voyez que le canal haussier tient, notre zone de support elle aussi. C'est une petite frayeur, mais bon, ça résiste toujours. Et on est vraiment dans de la crabologie. On évolue vraiment. On n'a pas de beau départ de flux. Ça part à la hausse, ça retombe, ça reprend. Et là, on est toujours soutenu par la Tenkan, le bas du canal, peut-être un biseau, des petits niveaux de support intermédiaires. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un peu frileux, mais on n'a pas de grosse dégradation. Alors peut-être que certains sont passés à break-even. Effectivement, je vous disais hier sur on break les 125 de passer à break-even. Bon, en clôture daily, on n'a pas eu de cassure de ce niveau-là. Pour l'instant, ça tient. Le stop loss est sous les plus bas. Donc maintenant, j'ai envie de dire, advienne que pourra. Pour moi, ça reste haussier. Je n'ai pas envie d'être vendeur, mais effectivement, si on est amené à casser les plus bas, notre zone intermédiaire, notre petite zone intermédiaire juste ici, eh bien peut-être qu'on aura un double top et un retour sur les 115. À surveiller, le stop loss est bien placé, je trouve, sous le bas du canal. D'un point de vue de l'Ishimoku, ouais, toujours sous le bas du nuage. Bon, voilà, c'est un stop loss bien placé. Maintenant, si le marché accélère à la baisse, tant pis. On reviendra plus tard sur ce marché. Voilà, peut-être qu'on est dans un range ici. Vous voyez, petit range en données 4 heures. Mais pour se mettre confortablement à break-even, j'estime qu'il faudra casser les 125. Voilà, si on casse les 125 en clôture, on mettra bien évidemment le stop loss ABE pour aller chercher ensuite les 130. Donc affaire à suivre aussi avec la Fed. Le light, c'est pareil, c'est limite. On tient de justesse le bas de canal.
Bon, pour moi, vraiment, la dégradation, c'est si on casse les 116. Là, ça reste un peu toujours à ses limites. On tient un peu ce canal. Peut-être qu'on a un biseau qu'on est en train de casser par le bas, ou ça peut tenir, hein. Encore une fois aussi, à suivre. Là, ce qui me dérange, c'est qu'on est quand même, si ça casse, on va tomber sur un support. Donc le biseau, pour moi, sera validé si on casse les 116 pour aller chercher la MM50 derrière. Mais on est toujours dans cette phase de crabologie. On peut se faire une fausse mèche, remonter, aller chercher les 126, pourquoi pas les 130, avant vraiment de sortir par le bas de ce biseau. Donc, effectivement, sentiment qu'on a une figure chartiste en cours de formation. Pour l'instant, ça tient. Comme sur le Brent, tant que j'ai pas une grosse dégradation, une bougie flux baissière, j'estime que les acheteurs gardent la main. Le Bitcoin. C'est ici que ça se joue. Voilà, pour moi, tout simplement configurer échelle logarithmique. Données hebdomadaires. Recentrer. Et voilà. Donc voilà le schéma. Canal haussier de très long terme. Actuellement, si je zoome un peu, vous voyez qu'on est venu taper la borne basse de notre canal, couplé aux anciens plus hauts historiques, donc zone de convergence. Tenter des achats ici ne me semble pas idiot. Effectivement, on a une très belle zone, le stop loss est pas cher pour avoir un joli rebond. Donc ça, c'est le scénario haussier pour jouer le rebond technique. Pour moi, on a un très beau niveau. Canal de long terme avec zone horizontale de prix qui correspond aux anciens plus hauts historiques. Donc peut-être que certains l'ont tenté, l'ont vu sur vos graphiques. Le stop loss est vraiment pas cher. Ça se tente pour aller chercher un rebond à 25 000. Maintenant, c'est le pivot clé. Voilà. Sous ce niveau, il faudra se montrer extrêmement prudent car on a quand même validé un double sommet. Et donc derrière, on n'est pas à l'abri d'un retour sur la zone de polarité ici. On a une très belle zone de polarité aux alentours de 11 800, 13 000 $, quasiment 12 600. Donc voilà le plan. Vous voyez, l'objectif théorique du double top, ça donne à peu près cette belle zone. Donc là, pivot clé, zone à défendre des acheteurs. Si ça tient, viser un rebond technique, peut-être un redémarrage, qui sait. Mais si cette zone est amenée à céder, eh bien prudence et gardez en tête qu'on a validé une figure de retournement et qu'on peut aller chercher bien plus bas. Donc voilà le plan pour moi sur le BTC. Pourquoi mon oblique n'a pas été prise correctement? Parfait, parfait. Vous voyez, tac. Pile poil, on est venu la taper, c'est en train de repartir. Pour moi, vraiment, ça c'est un gros niveau aux alentours. 19 500, 20 000 $. Donc, réaction du marché. Daily. Effectivement, j'ai ce canal en vue logarithmique, il faut que je vais le supprimer. Là, je suis en vue logarithmique. Bel excès sur mèche. Et derrière, je note aussi voilà, la divergence 4 heures qu'on tente de valider. Donc, plusieurs éléments techniques haussiers intéressants sur le BTC actuellement. La zone que j'évoque avec vous et la divergence 4 heures qu'on tente de valider. Donc, si cette dernière est validée, peut-être que certains ont tenté sur touchette ici. Si cette dernière est validée, pourquoi pas mettre un stop loss voilà, sous les plus bas, ici. Le mieux, ce serait sous le bas de la zone, effectivement, plutôt par ici. Et viser un rebond en direction des 24 000 $ dans un premier temps. Donc voilà le plan haussier court terme sur le BTC. À l'inverse, si après la Fed on casse ce niveau,
eh bien, soyez extrêmement prudents pour les prochaines semaines. L'Ethereum, c'est pareil. On est venu taper le seuil des 1000 $, qui pour moi est un pivot clé. Même constat, début de divergence haussière sur l'Ethereum pour retourner sur les 1240. Là, en revanche, en données hebdo, j'ai pas grand chose. Est-ce qu'on a un canal aussi? Ouais, c'est quand même plus bas. C'est quand même bien plus bas. Après un retour à 430 quasiment, 280. Qui pourrait être assez violent sur l'Ethereum. Casser cette oblique. Bon. Pour l'instant, j'ai pas de... Si je prends comme cela, bon, affaire à suivre. J'ai pas un aussi beau tracé que sur le BTC, très clairement. Mais on a la zone des 1000 $, qui pour moi est quand même très très importante. Je vais me remettre en échelle. Voilà. J'évoquais avec vous en début de semaine les deux zones clés, les 1000 $, juste ici, la zone 950 1000 $, et voilà. Et en toute cette zone, pareil, on attendra plus tard car il y a de la place pour corriger bien plus bas sur les terres. Donc voilà les niveaux que je surveille, 1000 $, belle réaction du marché actuellement sur ce niveau. L'objectif atteint du drapeau, finalement, quasiment. Et donc pour moi, si on doit rebondir quelque part, c'est sur ce seuil. Prix rond, prix psychologique, niveau clé qui a bien fonctionné par le passé. Je vous invite à regarder vos graphes sur cette période. Et les 1000 $, à peu près, c'était une zone de polarité. 1000 $, 980. Tac, tac, cassure, pullback, et on part. Derrière, si on casse les 1000 $, comme on casse les 20 000 sur le BTC, je viserai 800 $ sur l'Ethereum. Et donc peut-être de nouveau chercher des signaux court terme à l'achat sur ce seuil. Mais pour l'heure, j'arrête d'être baissier en tout cas. J'estime qu'on a bien purgé et qu'un rebond technique est envisageable à court terme. Je ne parle vraiment pas d'une reprise haussière, mais plus d'un rebond technique après une telle débandade sur l'ensemble des crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.